deuxième table ronde sur qui s'appelle la Restart sanitaire et qui part en fait du contexte suivant, c'est qu'en fait les conditions de redémarrage de notre industrie, et en particulier le salon, passent par la prévention des risques et en particulier la gestion de la crise sanitaire. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut convaincre les pouvoirs publics, la préfecture, mais aussi les visiteurs, les exposants, de notre capacité à gérer la crise. Donc cette organisation professionnelle, Cohesio, Créalliance, France Congrès Événements, l'événement, le Sympas, Traiteur de France et GNIMEF, ont formé un collectif pour élaborer un référentiel sanitaire de la filière événementielle qui était homologué par l'État fin juin. Donc l'objectif de la discussion là, c'est de comprendre comment s'est déroulée l'élaboration du référentiel sanitaire, savoir aussi, alors j'espère que vous avez tous pris connaissance du référentiel sanitaire de la filière événementielle, mais savoir concrètement aujourd'hui qu'est-ce que ça implique pour vous, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez mis en place pour votre entreprise, est-ce que le référentiel sanitaire est suffisant? On voit aujourd'hui l'actualité, notamment l'annulation par exemple du yachting à Cannes. Enfin, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour convaincre? Est-ce qu'au-delà du référentiel sanitaire, il y a des règles de bon sens qui s'appliquent à nous? Comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, mieux collaborer? Voilà. Donc pour ça, on a la participation de 4 spécialistes qui représentent toute la filière, c'est ça qui est intéressant. Donc Christophe Thomas, qui est directeur exécutif site et exploitation de FIPARI, qui nous accueille aujourd'hui dans une salle qui est franchement merveilleuse. Loïc Lemaine, qui est directeur technique de Spa Organisation, donc organisateur de salon. Donc, si vous avez des questions pour les organisateurs ou si vous aimez ça, ça sera le moment. Philippe Magnès, qui est responsable QSE de Magnum et du groupe Novelty, donc c'est 23 agences, qui est ancien responsable QSE du Sympas. Et Eric Chelot, qui est dirigeant de la société Media Product, qui est au comité de direction du LEEDS, et qui, avec Patrick Bourne du Galis, a représenté Créalliance lors de l'élaboration du référentiel sanitaire. Voilà. Donc, on va commencer. Et la première question qui va être pour Philippe Magnès, c'est pourquoi un référentiel sanitaire de la filière événementielle et comment s'est-il construit? Fin avril, au moment où on voyait le déconfinement arriver, parce que c'était pour le 11 mai, on a commencé à travailler avec le Sympas et l'ensemble des associations et de la branche, en fait, et même de la filière, pour élaborer ce référentiel. Le référentiel, ça répond à certaines règles que le gouvernement attend, c'est-à-dire notamment de s'appuyer sur les règles classiques de la prévention des risques, et puis aussi de faire des propositions quant à l'organisation, quant aux personnes, au flux. Là, dans notre cas, c'était la distanciation physique, les mesures sanitaires, etc. Il se trouve que ce référentiel a fait l'objet d'un certain nombre d'allers-retours, déjà entre nous, puis avec le gouvernement. Je rejoins un peu ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas forcément, puisqu'il y a eu quelques relances pour qu'on ait une réponse. Et finalement, il a été validé, je crois, le 17 juin, quelque chose comme ça. Pourquoi attendre peut-être aussi longtemps? Vous pouvez me demander, tout simplement parce que il y a des branches qui ont démarré plus tôt, mais parce qu'elles n'étaient pas frappées comme nous de l'interdiction d'exploiter, comme on le savait avec le confinement, la limite de rassemblement à 10 personnes, 50, toutes ces jauges qui nous ont été imposées. Aujourd'hui, très clairement, le référentiel sanitaire, c'est un recueil de bonnes pratiques sur un plan légal, purement légal. Il n'a plus de raison d'être, puisque le protocole national de déconfinement qui date, le terme d'intervention, c'est le 3 août, et qui va être d'ailleurs mis à jour la semaine prochaine avec un nouveau protocole qui va toucher la demande d'entreprise, etc. Ce protocole-là annule la plupart des référentiels dans les entreprises. Et vous avez vu comme moi qu'au cinéma, il y avait un protocole qui disait on peut défaire le masque en salle, alors qu'aujourd'hui on revient dessus, etc. Donc je pense que pour les organisateurs de salons et pour vos métiers à proprement parler, ça reste un guide, mais ce n'est pas pour autant un référentiel au sens normatif. Donc pour ce qui concerne de l'organisation à proprement dit de salons, là je pense que les mieux placés sont ceux qui les organisent.
Christophe aussi, et Loïc pour la partie concrète, je dirais, vis-à-vis notamment d'autorités comme les préfectures. Loïc, quel était en fait, le rôle des organisateurs de salon dans l'élaboration de ce référentiel? Enfin, vous avez participé au... Absolument. Alors, je me présente 2 secondes juste avant de répondre. Donc Loïc pour les intimes et m'associe des appels à Spas. On est organisateur de salons à Boulogne-Billancourt, petit organisateur d'une 30aine d'événements par an, grand public sur le thème du bio, du bien-être et de la gastronomie. On a la moitié de nos événements à Paris et la moitié en province. Alors en ce qui concerne ce référentiel, bien sûr, on y a été attaché dès le début. Alors sur les 30 événements, on en a annulé 6. Et à chaque fois qu'on a pu, avec des nouvelles dates annoncées par le gouvernement, on a coûte que coûte, on a reporté, annulé 6 finalement, mais reporté, on a essayé de reporter à chaque fois des événements dans le timing. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on va ouvrir à Tours un événement qui devait avoir lieu en avril. Et pour revenir au référentiel qu'on va devoir appliquer pour cette réouverture à Tours, bien sûr, dès le début, on était avec Unimem. On a bien écouté, on a essayé de participer, on a donné notre avis parfois. Et bien que le travail ait été quand même très très dirigé vers les grosses structures, nous, vous avez compris, on est des petites opérations de 100, 200, 300 exposants et sur des surfaces qui vont nous permettre, si tout va bien, d'ouvrir nos événements puisque la fameuse jauge de 5000 personnes nous concerne directement. Au-delà de ça, bien sûr, toutes les mesures barrières qui ont été évoquées, je pense que vous les connaissez, on s'applique à les mettre en place, de faire du zèle au maximum, de les montrer, de communiquer dessus vis-à-vis de nos exposants. Le discours a été très très long et change, comme vous le savez, assez régulièrement, mais on leur impose des mesures encore plus strictes, à la limite que le référentiel, pour être irréprochable lors d'une hypothétique éventuelle ouverture. Ça, c'est vis-à-vis de nos exposants. Nos visiteurs, bien sûr, c'est pareil. On leur imposera le port du masque, évidemment. On leur imposera le gel hydroalcoolique avant l'entrée. On en mettra partout dans notre salon, partout où les rôles sont, où les zones sont des zones organisateurs, type animation, accueil, zone d'information, nos salles de conférence, toutes ces zones qu'on s'approprie en tant qu'organisateur. Et puis avec les sites qui nous accueillent, bien sûr, on contrôle ce que eux font pour nous en amont de notre entrée dans les sanitaires. On essaye de travailler beaucoup avec les parcs qui nous accueillent sur la communication avec la préfecture, qui est la seule habilité à dire go ou no go. Et voilà, et vis-à-vis de vous, aujourd'hui, bien sûr, on va vous imposer sur tous nos événements, pendant les montages et démontages, le port du masque, avec des annonces sonores régulières, avec même des brigades, un petit peu flicage, pour vérifier sans arrêt que toutes ces mesures sont bien appliquées. Et on essaiera d'ouvrir le maximum de points sanitaires, parce que je sais qu'en période de montage, les sanitaires, c'est un éternel sujet. Il n'y en a jamais assez d'ouverts et jamais assez bien entretenus. Ça, j'aime bien le mot conjoncturel ou structurel. Je pense que ça, c'est structurel. Et puis voilà. Très bien. Eric, quel était le rôle en fait des prestataires? Donc vous avez participé aussi à l'élaboration. Quel était l'objectif et qu'est-ce que vous avez apporté en fait à ce référentiel? Alors nous, on a essentiellement travaillé avec Patrick Baum sur la partie montage-démontage qui concerne l'ensemble des personnes qui sont ici présentes, que ce soit les agences ou les prestataires. Donc effectivement, il faut que vous lisiez quand même ce référentiel pour avoir les grandes lignes. Je vais essayer de résumer rapidement sur nos éléments. Je vais aussi rappeler qu'à la base, on a quand même dû réinsister sur le fait que chaque entreprise, depuis le mois de mars, a dû mettre à jour son document unique, en ajoutant un élément important qui est l'élément Covid, puisque c'est une prévention des risques supplémentaires que l'on a découvert, avec pour chaque entreprise la mise en place des préventions.
chaque entreprise est différente et organisée différemment, des open space, pas des open space, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire, mais en tout cas, n'oubliez pas surtout de mettre à jour vos documents uniques, ça doit être fait depuis le mois de mars. La chose la plus importante, c'est qu'on doit avoir un référent dans chaque entreprise, un référent Covid, qui doit assurer la mise en œuvre de ces éléments sanitaires au sein de l'entreprise. Concernant la partie montage, sur chaque montage, un référent Covid doit être également désigné. Le référent Covid qui va devoir regarder les exigences, soit du parc, soit de l'organisateur, sur les éléments sanitaires qu'on va nous demander de faire, de façon à ce qu'il soit le garant pour les organisateurs et le parc de la bonne tenue de ces exigences. Que ce soit au niveau de sa propre équipe, mais également au niveau de l'ensemble des prestataires qui vont venir sur le stand sur la période de montage, exploitation et démontage. En quelques mots, on s'est engagé à essayer de séquencer différemment nos périodes de montage. On a eu de grands débats avec les organisateurs et les gestionnaires de parcs pour que l'on puisse avoir des temps de montage supérieurs pour pouvoir justement apporter l'ensemble de l'assurance de ces mesures barrières. Le grand débat a été le démontage, puisqu'aujourd'hui, si on n'a que 2 ans ou 3 heures pour démonter, on ne pourra pas respecter le protocole. Donc ça, c'est un sujet, je ne sais pas si vous avez pu avancer là-dessus, mais en tout cas, il y avait une exigence d'augmenter le temps de démontage pour pouvoir garantir à l'État ces mesures sanitaires. Voilà, après, c'est essentiellement du bon sens. On s'est engagé à ce que chaque prestataire et chaque agence mette à disposition des gels hydroalcooliques. On a demandé à ce qu'on privilégie les outils individuels aux outils collectifs, puisque s'il y a des outils collectifs, il faudra qu'il y ait des lingettes désinfectantes pour pouvoir les désinfecter avant que la personne suivante puisse le prendre. On s'est engagé à ce que dans le séquençage de nos montages, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes en même temps au même endroit. Lorsque ce n'est pas possible, à l'époque c'était pour du masque obligatoire, ce qui n'était pas, mais aujourd'hui c'est plus un sujet. Voilà. Après, on s'est engagé aussi à ce que, comme tout à l'heure à midi, il n'y ait pas des repas collectifs sur les stands. S'il y a des repas avec des tables et des chaises, de ne pas se mettre en face, un petit peu comme ça doit se faire dans les entreprises. Privilégier les repas individuels aux repas collectifs. Voilà, mais essentiellement, on va devoir suivre les directives que vous allez nous donner, puisqu'elles peuvent être différentes d'un organisateur à l'autre, comme tout à l'heure dans la précédente session, ça a été expliqué. Les Allemands aujourd'hui obligent l'ensemble des gens qui vont venir sur leur parc à des tests PCR. Donc, comme vous le disiez, le protocole que l'on a mis en place, déjà, il a été mis en place en mai. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais derrière, on va donc essentiellement suivre ça. Et l'important, c'est le référent que l'on va devoir nommer et former. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. Christophe Thomas, vous avez fait au-delà du référentiel sanitaire, FIPARI a fait le choix en fait d'avoir une démarche, de le faire labelliser par Veritas. Alors comment ça s'est passé et pourquoi un label? Alors, je vais répondre à comment ça s'est passé. Pourquoi un label? Pour plusieurs raisons et objectifs. Je vais d'abord répondre par ça. Commencer par ça. La première des raisons, c'est qu'un label, un contrôle externe, ça nous oblige. Un peu comme le principe de certification, lorsque vous êtes certifié, vous avez des inspecteurs qui viennent chaque année, et si vous voulez le renouvellement de votre certification, il faut avoir un minimum maintenu, et pour ceux qui sont en ISO également, fait évoluer. Donc c'était pour nous le fait d'exiger de nous-mêmes qu'on soit à la hauteur des mesures à mettre en place, puisque si des événements tournent, on reçoit beaucoup de public. On a eu déjà des événements avec beaucoup de public. On a eu des concours, par exemple, avec des milliers de candidats ici, là, dans le pavillon qui est juste en dessous de l'endroit où on parle. Et il fallait impérativement que ces mesures soient en place. Donc, ça nous oblige. Deuxièmement, un label, ça rassure. Et je crois qu'on a tous, et le plateau précédent l'illustrait bien, on a vécu l'arrêt, on vit la crise, mais ce qu'on a en ligne de mire, c'est la reprise. Et il fallait penser très vite au retour des organisateurs, donc des exposants, retour des visiteurs, des congressistes. Et je crois qu'il faut rassurer les publics. C'est aussi notre contribution pour aider des organisateurs qui maintiennent des événements, ou qui les ont reportés, mais qui souhaitent les faire tourner sur la période, que de leur assurer que le lieu dans lequel ils vont faire tourner l'événement
non seulement répond au cahier des charges, mais admet un contrôle externe à ce cahier des charges. C'était un point clé pour nous. Et puis, on l'a dit également, il faut rassurer les autorités. Et le fait de dire on a des mesures et on s'impose un contrôle externe contribue à rassurer les autorités, y compris dans des contextes où vous n'êtes pas à l'abri quand quelque chose tourne, que la photo du distributeur de gel hydroalcoolique vide au moment, à l'instant T, même s'il y en a 45 autres à proximité, c'est celui-là qui est pris en photo et qui est mis sur les réseaux. Un certain nombre de situations qu'on connaît tous, hein, qui sont décriées dès qu'il y a un sujet. Donc, c'était voilà les raisons et objectifs qui nous ont poussé à la faire labelliser. Alors, on parle de label et non de certification parce qu'il était impossible de créer une certification à ce moment-là. On a choisi Veritas, comme d'autres, on peut choisir d'autres bureaux de contrôle. L'idée étant d'avoir un acteur qui vient, qui est indépendant, et qui va à un moment donné mesurer ce qui a été fait en conformité avec le dispo qui est prévu. On a déjà eu 2 contrôles qui ont été opérés sur l'espace Champéret et sur Grande Arche, où on a obtenu les labels. Tout n'était pas parfait. Il y avait des petits manques parce qu'un affichage a pu être enlevé, parce qu'il peut manquer une flèche dans un endroit, etc. On les a bien sûr corrigés, donc ça permet aussi de mettre très vite en place des mesures correctives et d'afficher cette labellisation. Et on va continuer, je crois qu'ici c'est prévu mi-septembre, Christelle, elle est dans la salle, je crois que c'est mi-septembre. Non, je crois que c'est sur Big Data, non, me semble-t-il. C'est prévu également sur Villepinte pendant Première Vision. On va continuer à faire labelliser nos sites sur la base du référentiel, y compris s'il évolue. Très bien. Aujourd'hui, qui en fait porte la responsabilité de l'application du référentiel sanitaire lors des événements? Est-ce que c'est le parc? Est-ce que c'est l'organisateur? Je ne sais pas qui. Chacun son morceau. Je pense que tout le monde est responsable à son niveau. Le parc dans toute sa responsabilité d'accueil de l'organisateur et de la manifestation. Et l'organisateur, bien sûr, dès qu'on a passé les portes d'entrée, ce qui s'y passe, c'est de notre responsabilité et de respecter ce en quoi on s'est engagé. Toutes nos promesses doivent être présentes dans le salon. Ouais, en complément, on voit bien, de toute façon, l'organisateur reste responsable de son événement. C'est à lui que le préfet va donner l'ouverture d'ouvrir ou pas. Donc, dans l'enceinte de l'espace loué, occupé, dans lequel il reçoit les visiteurs, ça va être le responsable de l'événement. Le parc, lui, va agir sur des espaces communs, et puis, comme le disait Loïc, sur ce qu'il met à disposition de l'organisateur au moment où cet organisateur arrive. Après, et c'est bien, et c'est une des forces de notre filière, on voit bien quand même que, au-delà de la logique de responsabilité, il y a vraiment une notion d'action cohérente, fédérée, qui est très importante en cas de crise. On l'a vécu après les attentats. Après les attentats, il y avait des sujets sur qui devait contrôler quoi, à quel endroit. Il faut juste que le schéma soit cohérent. Et on doit veiller à cette cohérence-là pour ne pas contrôler 3 fois la même personne sur la même chose et à côté vivre avec des failles énormes. Donc là, on applique la même logique. Après, sur la responsabilité pure, elle est assez facilement définie. Mais je voudrais rajouter qu'on est dans un cadre de prévention des risques. Le risque sanitaire, c'est un risque comme un autre. On vous bassine régulièrement pour les chaussures de sécurité, mais là, dans le cadre de la prévention des risques, on a rajouté simplement une ligne supplémentaire qui est le risque sanitaire. Il existait avant, sous une forme ou sous une autre, mais il existait aujourd'hui, il y a une ligne spécifique, certes, mais la démarche reste la même. C'est-à-dire qu'on est tous, dans le cadre d'une prestation, on est tous solidaires vis-à-vis de la prévention des risques. Il y a des responsabilités, mais on est tous, à un moment ou à un autre, concernés par le fait que si j'ai quelqu'un qui est malade dans mon équipe, je vais aller contaminer, je vais exporter le risque vers d'autres personnes, d'autres prestataires, peut-être prestataires du lieu, voire même propriétaires du lieu, etc. Donc là-dessus, il ne faut pas... on a l'habitude de chercher les coupables parce qu'il y a un côté financier forcément, mais bon, à ceux qui sont chargés de faire de la prévention des risques au quotidien, et il y en a dans cette salle, il s'agit simplement de savoir qu'on est tous responsables vis-à-vis de ce genre de problème, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de chaussures. Là, c'est un risque sanitaire qui concerne les plus âgés, les plus jeunes, qui transmettent, enfin tout ce que vous avez pu entendre depuis le début.
La chance que l'on a dans cette situation, c'est que ça touche aussi la vie privée. Donc il y a une éducation qui s'est faite et qui aujourd'hui permet d'imposer plus facilement, je dirais, les règles. Parce que on est un peu hors cadre du travail. Quand vous allez faire vos courses, vous portez un masque, et puis on voit bien dans les assemblées, même dans la rue, de plus en plus, les gens portent des masques. Donc le travail est déjà partiellement fait à l'extérieur. Donc c'est plus facile, pour moi notamment en tant que préventeur, de faire imposer certaines règles, enfin, d'imposer et de faire respecter certaines règles. D'accord. En fait, l'élaboration du référentiel sanitaire, c'est un moment où 7 organisations professionnelles ont travaillé ensemble. Est-ce que ça permet de mieux collaborer et je sais que c'est une demande qui date de la part des prestataires de dire prenez en compte nos contraintes. Est-ce que ça permet de mieux collaborer, de mieux travailler ensemble ? Ce qui était intéressant, effectivement, c'est de voir la vision des organisateurs et des gestionnaires de parcs sur des sujets qui sont des sujets récurrents, les temps de montage, les sanitaires, etc. Donc évidemment, on est revenu sur les sujets habituels sans forcément acter de quelque chose. Là, en l'occurrence, sur l'obligation sanitaire, on n'a pas le choix puisqu'on doit apporter des séquences différentes, des choses toutes bêtes, on doit se laver les mains régulièrement. Quand on ira aux toilettes, on pourra peut-être pas être plus qu'un certain nombre, donc on va devoir peut-être faire la queue, attendre. Donc inévitablement, ça va rallonger le temps de montage. Donc pour répondre à votre question, on est évidemment revenu sur ces sujets qui sont latents depuis des années et des années. En tout cas, on était tous dans une volonté à ce moment-là de dire de toute façon, il faudra que ça reparte. Ça ne repartira pas si on ne convainc pas les autorités. Et donc il va bien falloir qu'on trouve un moyen, les uns et les autres, de faire un pas vers chacun pour qu'au final, on puisse, le jour où on pourra faire des salons, les faire en totale sécurité, comme ça a été dit précédemment, puisque nous sommes tous des chefs d'entreprise et nous sommes responsables de nos personnels. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, il n'y aura pas plus l'organisateur ou le gestionnaire de parc qui sera responsable. Moi, je représente une agence, je vais être responsable de l'ensemble de ce que le personnel que je vais mettre dans le cadre de mon travail sur ce site va faire. L'organisateur devra venir contrôler que je respecte ce qu'il m'a demandé de faire, et moi je dois contrôler que l'ensemble des gens qui vont venir sur mon stand, y compris le client, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le client, respectera ces mêmes gestes barrières et ces mêmes prérogatives. Alors on parle de séquençage, on parle de plus de temps. Est-ce que c'est possible de donner plus de temps Alors, je vais pas rendre hommage à Viparis aujourd'hui là-dessus, mais je vais rendre hommage à tous les parcs à qui on a demandé pour le second semestre plus de mètres carrés en province, et tous ont joué le jeu, notamment pour élargir les allées, pour aérer, créer des salles plus grandes, puisque vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'espace entre vous. Et donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore demandé à Viparis, parce que malheureusement, on occupe la totalité des halls quand on est présent chez Viparis, tellement ça marche bien. Mais en province, à Nantes, ils ont dit oui, à Marseille, ils ont dit oui, à Tours, ils ont dit oui. Donc oui, il y a quand même un travail de synergie et de collaboration qui fonctionne dans ce sens. Oui, ça marche. De manière évidente, nos plannings se sont allégés. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'événement avant, pas d'événement après et où, il n'y a pas de sujet à laisser plus de temps. Ça, c'est une évidence. Idem sur la place. On voit bien que, oui, c'est un bon exemple. On a des sujets sur les salles de conférence, je pense notamment au congrès, au palais des congrès. À partir du moment où il y a la disponibilité de l'espace, il n'y a pas de sujet pour mettre dans 2 salles ce qui initialement était prévu dans une. C'est aussi ça l'intelligence de la filière. C'est à un moment donné, on a tous intérêt à ce que les manifestations tournent. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir contribuer à faire en sorte qu'elles tournent et qu'elles tournent bien, on va le faire. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Oui, on a tous intérêt, tous. Je vais me tourner vers Philippe Magnès. Est-ce que aujourd'hui, au-delà du référentiel sanitaire, est-ce qu'il y a des mesures de bon sens à mettre en place? Est-ce que tout s'appuie sur le référentiel sanitaire, ou est-ce qu'au-delà de ça, il y a un certain nombre de mesures de collaboration, de bon sens à prendre en compte? La première mesure, je crois, c'est de travailler en équipe pour bâtir un plan sanitaire
qui permettra à l'événement de se faire. Mais comme ça se fait, je dirais, dans d'autres parties d'activité, que ce soit la circulation du public, la capacité d'accueil, le nombre d'issues de secours, ou enfin tous les moyens qui sont mis habituellement en œuvre dans un salon, il n'y a pas pour moi de raison. Au contraire, on a encore plus intérêt à travailler ensemble pour que ça soit construit correctement, puisque on va attendre aujourd'hui un feu vert de la préfecture. Donc, c'est pour ça que quand on parle de travailler ensemble, ça a totalement du sens aujourd'hui. Il y a des outils qui existent. Tout à l'heure, on a parlé du référent Covid. Alors, c'est fabuleux, mais vous savez tous, en tant que chef d'entreprise, que vous devez avoir un référent santé et sécurité au sein de votre entreprise depuis le 1er juillet 2012. C'est obligatoire. Le document unique, c'est 2001. Donc on a les outils. Le référent santé-sécurité, s'il est nommé chez vous, il se forme sur le Covid et ça y est, c'est parti. Il n'y a pas besoin d'inventer un produit comme ça, quelqu'un qui... Ça, bon, c'est vrai qu'en France, on est assez fort pour sortir du texte ou de la réglementation. Donc du coup, on a eu le référent Covid. Non, l'outil existe déjà, il existe dans le Code du travail. Et je pense qu'il faut, à un moment, ramener aussi un peu de sérénité dans le débat. Si on applique certaines règles, si on se remet un peu, et peut-être que l'occasion là nous est donnée avec malheureusement tout le temps qu'il y a, et moi je travaille avec les directeurs de Duchot, de Novelty, de Magnum, donc je vois tout à fait la préoccupation et l'inquiétude qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des entreprises. Donc je comprends tout à fait votre position, mais c'est vrai que peut-être mettre à profit ce moment-là pour répondre à certaines obligations, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre-Louis, profiter du moment pour bâtir quelque chose pour que demain on soit plus fort, c'est tout à fait l'esprit. Et partir vers utiliser ces solutions qui existent pour pouvoir répondre aux obligations, rentrer du coup dans le référentiel sanitaire, puisqu'on parle de référent Covid, et puis après l'appliquer avec les gens qui existent sur place, les coordinateurs, les IPRP, les coordinateurs de sécurité, ou qu'on appelle quelquefois CSPS, qui travaillent avec les organisateurs de salons et qui sont tout à fait en mesure de vous accompagner. Il y a aujourd'hui un armada qui existe, qui permet de répondre à certaines problématiques et qui sont en tout cas en mesure de vous aider. Et ça, alors jusqu'à présent, on les mettait peut-être un peu de côté. Malheureusement, la crise met un coup de projecteur sur la prévention des risques en général. Tant mieux pour ma chapelle. Tant mieux pour, je dirais, le métier en général, parce que ça ne peut qu'aller dans le bon sens et nous aider à être plus organisés, faire prendre moins de risques au personnel. Après, il y a les questions d'horaire, d'espace, etc. Ça j'ai bien compris que... Enfin, moi, il ne m'appartient pas de me positionner là-dessus, même si j'ai un point de vue. Mais c'est à travers ces différentes démarches qu'on arrivera à recréer des événements qui fonctionnent bien, rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le port du masque, ça ralentit un peu les équipes. C'est le constat qu'on fait. Il faut se poser de temps en temps pour respirer. Donc, il y a toutes ces contraintes qu'il faut intégrer. Mais pour autant, il y a quelques événements qui se font. Aujourd'hui, il y a le MEDEF, par exemple, la REF. Ça se fait. Donc, il y a des événements qui peuvent se faire. Et il y a, en appliquant certaines règles. Donc, c'est faisable. On y réussit. Donc, moi, c'est plutôt un message d'espoir que je donnerais avec, évidemment, toutes les contraintes actuelles que l'on connaît. Mais c'est faisable, largement. Alors, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les préfectures aujourd'hui ? Bon, on a un rendez-vous demain avec la préfecture de Paris, donc la réponse viendra assez vite. Je crois que dans tous les cas, ça y contribue. Et puis, il faut arriver à se faire clarifier un certain nombre de points. Tout le débat de la jauge qui est posé depuis un certain temps, et pas plus tard que ce matin avec le Premier ministre qui insistait sur le fait qu'il n'y aurait plus de dérogation dans les zones rouges. Ok, mais on parle de 5 000 versus 10 000. Mais 5 000 mesurés dans quel espace ? Est-ce que c'est la manifestation ? Auquel cas, quand 2 manifestations tournent à des endroits très proches, elles ont le droit. Est-ce que c'est l'espace complet ? Est-ce que c'est le hall ? Est-ce que c'est l'ensemble bâtimentaire ? C'est-à-dire 2 halls qui se touchent sont considérés comme un seul espace, mais celui qui est indépendant en est un autre. Donc ça, il faut qu'on arrive à le faire expliciter. On parle beaucoup des protocoles. Qu'est-ce qu'il faut déposer en préfecture ? Là, je le disais à Loïc tout à l'heure, maintenant,
La préfecture demande un engagement écrit de l'organisateur à respecter les dispositions du décret de juillet, susceptible d'être revu bientôt. Tout ça, il faut, je crois, montrer que la profession agit de manière responsable et cohérente, avec bon sens, et puis s'attendre à ce qu'il y ait des contrôles, si on peut tourner, à ce qu'il y ait des contrôles. Et c'est là où on a besoin de tout le monde. J'ai alors simplement une anecdote pour vous sensibiliser sur les choses. Une scène qui s'est pas passée chez nous, mais qui, lors d'un démontage, une boîte imposée, un prestataire de service imposait à ses collaborateurs le port du masque. Et puis les collaborateurs, à un moment, sont retrouvés ensemble dans un véhicule type utilitaire pour déjeuner. C'est anodin, sauf que ça a été un cluster et que derrière, on immobilise tout pendant 48 heures. Imaginez l'incidence si ça se produit la veille de l'ouverture d'un événement qui va durer 2 à 3 jours. L'événement, il est mort alors qu'il est monté. Et ça, je crois qu'on a tous cette responsabilité-là, au-delà de décrire et de faire valider, de faire contrôler les mesures prises, les mesures sanitaires. Il faut également veiller à leur application non-stop. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne pourrait pas se permettre un cluster sur un événement. Pour la profession, ça serait terrible. Ça serait terrible. On serait reparti pour une durée sans doute assez importante d'interdiction. Et je crois qu'on a tous ensemble cette responsabilité-là. Et qui des fois ne tient pas à la mauvaise volonté des gens. Mais là, l'exemple que je viens de citer, quoi de plus anodin qu'à un moment d'enlever des masques et de se retrouver pour déjeuner? Ouais, mais sauf que... Eric, c'est le rôle du coordinateur de chantier qui est décrit dans la fiche métier du référentiel. Exactement. Donc on a, avec Patrick Bourne, on a créé donc des fiches, parce que je crois qu'on a chacun fait nos petites fiches métiers. Donc vous pourrez les lire avec attention, mais c'est effectivement ce que l'on a essayé de mettre dans ces fiches. L'idée, c'est de savoir comment on va pouvoir collaborer ensemble, pas seulement entre le personnel d'un salon, le personnel de l'organisateur, mais surtout entre nous, qui sommes majoritairement ici, puisque on connaît tous le bazar des montages, des démontages. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit encore plus vigilant que sur les autres éléments sécuritaires que l'on impose à nos salariés. Mais on est quand même sur un métier qui fait cohabiter dans un espace restreint beaucoup de prestataires à des moments donnés, puisqu'on installe les moquettes, on installe les cloisons, enfin, vous connaissez autant le métier que moi. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est engagé à essayer de le séquencer différemment, parce que je pense, pour l'avoir déjà fait, qu'on est capable d'organiser des séquences avec des gens différents à des endroits différents du stand, et de faire en sorte que l'ensemble des mesures qui sont demandées, le port du masque, le fait de ne pas manger dans un camion, etc., j'en parlais un peu tout à l'heure, soit respecté, et ça, ce sera notre responsabilité d'agence et de prestataire de faire en sorte que le personnel le respecte. Le temps passe vite. Est-ce que alors on va passer aux questions-réponses. Je pense que vous en avez tous. Qui est-ce qui veut commencer? Fabrice. Alors, moi, j'ai une question qu'on traite souvent et peut-être vous aurez un élément de réponse. Pour quelle raison on ne teste pas les visiteurs à l'entrée d'un salon? Quelles sont les règles qui sont là-dessus? Sachant que les Allemands ont décidé de tester les Français qui venaient alors monteurs et visiteurs, hein, qui venaient de Paris, de Marseille depuis quelques heures, depuis hier. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur nos salons? Moi, je ne sais pas. Mais vous parlez du test de température? D'accord. Non? Ah, carrément. Non, on n'a jamais inclus cette possibilité dans notre... Alors l'idée, je crois, n'est pas encore arrivée aux autorités. Par contre, ce qui est demandé de plus en plus, ça a été fait en province notamment, et il faut s'attendre à ce que ça soit demandé ici aussi peut-être, c'est la prise de coordonnées de l'ensemble des personnes qui rentrent, de manière à, si un cluster se développe, pouvoir tracer. La traçabilité, en tout cas, il semblerait que les autorités mettent davantage l'accent sur la traçabilité aujourd'hui,
des visiteurs et des participants, quels qu'ils soient. Ça, c'est fort probable qu'on y ait droit. Sur le fait de contrôler, ouais, c'est extrêmement lourd. Est-ce que c'est à nous de faire cela? Enfin, nous, j'entends filière. Hein. Je suis pas sûr, je sais pas. Là, pour le coup, oui, mais à l'initiative de qui? C'est toujours pareil. Est-ce que ça doit être... Je crois que là, il faut qu'on soit tous assez méfiants quand même sur la course infernale aux mesures. Ça a été le cas notamment, regardez là, on a des éléments simples, un peu de distanciation, du gel, des masques. Mais souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez été confrontés, les premières semaines du confinement, c'était la course à qui mieux. Les pédiluves, les ceci, les cela, on ne savait pas. Et quel est l'intérêt, quelle est la productivité de cela? Moi, ça me rappelait post-attentat, où tout le monde avait des solutions miraculeuses pour tout faire, sauf que si ce n'était pas mis en cohérence, ça donne un joyeux bordel, passez-moi l'expression, mais c'est réellement ça. Et je pense qu'il faut réellement une cohérence de décision. Peut-être que c'est la bonne solution, mais elle doit s'inscrire dans un schéma cohérent de prévention, précaution, contrôle, et puis derrière, mesure, parce que qui dit test dit que si quelqu'un est positif, bon, l'isoler, etc. Alors ça, les salles sont prévues partout maintenant, mais ça suppose un vrai schéma. Et ensuite, qui a autorité là-dessus? Parce que dire à quelqu'un qu'il est positif, c'est bien, qu'est-ce qu'on en fait après? Et s'il veut rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le règlement est prévu, de la manifestation est prévu, ou le règlement intérieur du site est prévu qu'on a autorité pour interdire l'entrée, etc. C'est pour ça que, pris isolément, il faut quand même faire attention aux mesures, il faut vraiment les mettre toujours dans un schéma de cohérence, sinon c'est compliqué. Et là, pour le coup, je pense que c'est plutôt aux autorités de nous dire si on peut faire tourner des manifestations, dans quelles conditions on peut les faire tourner, avec les mesures qui vont s'imposer à nous. Il y a déjà des mesures sur le comptage, on en parlait, il y a des mesures évidentes de précaution. Est-ce qu'il faut d'autres mesures? La prise de température, qui a été un grand sujet à un moment donné, mais dont on dit, ok, mais c'est pas toujours fiable. Les asymptomatiques, notamment, posent un sujet. Donc, que fait-on? Je crois que c'est plutôt aux autorités de nous dire ce qu'on doit faire pour faire tourner nos événements. Et dans un schéma cohérent. Il faut qu'il y ait aussi une cohérence dans notre vie quotidienne. Pourquoi on serait contrôlé quand on veut aller visiter un salon ou un événement, et pourquoi dans un grand centre commercial et dans un grand centre de commerce, pourquoi on ne le ferait pas là? Ce manque de cohérence aussi. Je terminerai pour préciser que grâce sur mon très cher protocole national, il est bien précisé qu'il n'appartient pas aux entreprises de mener ce genre de démarche, mais que c'est sous le contrôle des autorités sanitaires qui, elles, feront les tests, qu'il y aura ce genre de démarche. Donc, si ce n'est pas pour les entreprises, je pense que pour les organisateurs de salons, avec un public qui peut être soit professionnel, soit privé, et totalement occasionnel, contrairement à des salariés, la raison se justifie, il y a encore moins de justification sur la démarche. Par contre, la traçabilité sera sans doute un sujet. Mais on a abordé ce sujet et en fait ça fait partie du rôle du référent Covid qui va devoir, comme dans un PPSPS, lister l'ensemble des prestataires avec nom, prénom, téléphone, de façon à pouvoir remonter en cas de positivité. Je réponds d'une manière générale. Ce que je suis en train de dire est valable pour les indépendants comme pour les sociétés qui sont avec plusieurs salariés. Mais même en tant qu'indépendant, si vous avez vous-même votre sous-traitant, vous devrez l'identifier clairement avec l'ensemble de ses coordonnées pour pouvoir remonter la chaîne de la même manière. Non, vous vous inscrivez pour Logipass. Logipass, c'est un véhicule, un chauffeur. Mais si ne serait-ce qu'il y a 2 autres personnes dans le véhicule, il n'y en a qu'un seul qui est inscrit. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la finalité première de Logipass, mais dans tous les cas, par contre, Logipass peut servir aussi à séquencer les phases de montage et de démontage, parce qu'on peut y mettre des plages horaires. Et on parlait tout à l'heure des difficultés lors des phases de montage-démontage. Oui, il y a une notion de temps, parce qu'on va moins vite compte tenu des mesures en place.
il y a aussi une notion de séquençage des phases pour ne pas se retrouver avec une densité trop importante de monde au même endroit, au même moment, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, nous devons monter bientôt un salon au CIP, à la SFH par exemple. On n'a qu'une journée de montage pour ça. Comment ça va se passer dans les monts de charge? Ça, c'est du concret. Bon. La chance, c'est que... démontage 3 heures aussi. Hein. La chance, c'est que on est obligé de limiter le nombre de personnes, on n'est pas obligé de limiter le nombre de palettes dans le monte charge. Non, mais blague à part, ça fait partie des sujets, nous, qu'on aborde avec les organisateurs, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas d'événement avant et s'il n'y a pas d'événement après, on peut élargir en ce moment les phases de montage-démontage. On a demandé une dérogation, ça nous a été refusé. Je ne sais pas à qui vous l'avez demandé et qui a refusé, mais nous, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on étudie avec les organisateurs sans problème, à condition, encore une fois, là, toujours pareil, qu'il y ait du temps en amont ou en aval de l'événement. Donc on peut refaire la demande alors? Sans doute, oui. Ouais. D'accord. Ça aurait été intéressant. Hop, on passe par là. C'est ça, j'aurais dû mettre les rollers. Bonjour. Donc moi j'ai une question. On parle beaucoup du montage des salons, mais pour les designers, est-ce qu'il va y avoir des choses de prévues au niveau du protocole sanitaire pour tout ce qui est règlement d'architecture du salon et décoration, des stands en fait, parce qu'on parle beaucoup du montage, mais pour les designers qui sont en amont, au niveau du règlement d'architecture, qu'est-ce qui va être prévu pour les stands justement au niveau du protocole sanitaire? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce qu'il y a des matériaux par rapport au stand en lui-même, en fait, à la conception du stand en lui-même, en fait. Ah, ok. L'agencement du stand, en fait, voilà, tout simplement. Non, j'avoue ne pas encore avoir réfléchi. Dans le règlement d'architecture, on va avoir, par exemple, des règles imposées sur la hauteur des enseignes, sur les retraits des enseignes par rapport aux allées. Donc, est-ce qu'il va y avoir dans les nouveaux règlements d'architecture des notions de retrait sanitaire? Alors, pour ma part, j'ai pas eu à réfléchir là-dessus, donc je n'ai pas à changer mes règlements d'architecture. Je suis peut-être pas le bon interlocuteur, puisque je vous l'ai dit, on n'organise que des tout petits salons où 99% de mon salon est monté par un installateur général. Donc mes exposants ne font pas appel à des décos, à l'exception d'un salon par an, qui est mon salon pro. Mais sur ce salon pro, en l'occurrence, je n'ai pas modifié pour le salon qui doit avoir lieu dans 3 semaines à Lyon, le règlement d'architecture qui de toute façon a été écrit il y a 1 an quand les bons d'inscription ont été édités. Donc je suis désolé, j'ai pas de news à vous donner là-dessus. Pour moi, j'aurais pas de réponse officielle à donner, mais là, tout à l'heure, on parlait de bon sens. C'est un mot que j'aime bien parce que si on a du bon sens, à la limite, ça remplace la loi. La loi, elle est là pour ceux qui ont oublié le bon sens. Donc, je crois qu'il faut se poser les questions qu'on rencontre d'ailleurs au quotidien. C'est un flux de circulation et pas un cul-de-sac dans le stand, si tant est que ça se fasse, ce qui m'étonnerait quand même. Après, supprimer un maximum de surfaces de contact, éviter les flyers qui vont permettre de rajouter des surfaces de contact et de transmettre un éventuel virus sur une surface qui serait souillée. Après, ça reste ce que vous allez voir au quotidien dans les magasins. C'est-à-dire faire attention au dialogue. Vous avez toujours dans des stands des petits salons dans lesquels on peut dialoguer. Bien là, c'est évident que le petit KGB dans lequel on négocie avec 3 ou 4 ou 5 personnes entassées dans un espace avec une porte bien fermée et pas de renouvellement d'air, ça, je pense qu'il va falloir le revoir. Comme toutes ces situations un peu curieuses qu'on peut rencontrer, où tout le monde est entassé, typiquement, ça, il va falloir aussi certainement y réfléchir. Mais
Après, moi, je ne suis pas du tout dans votre domaine d'activité, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut là-dessus se poser les questions que, à la limite, que moi je me pose. Et si je me les pose, je pense que tout le monde est capable de se les poser. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, est-ce que c'est dans les clous ou pas? Est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Si j'ai quelqu'un qui est à 30 cm de moi, ou collé, ou sans masque, ou dans une pièce fermée, etc. etc. Tout ce qu'on rencontre au quotidien, en fait. Passer par là. S'il y a des contrôles pour notre profession, la mise en place des stands, est-ce qu'il y a des contrôles pour est-ce qu'il y aura des contrôles pour les clients? Nous, on va avoir des contrôles pour les montages, pour toute notre profession, mais les clients, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'ils soient plusieurs autour du bar ou autre, est-ce que pour eux-mêmes, il y aura des contrôles? En ce qui concerne l'ouverture de nos salons, oui, la totalité des personnes qui rentrent sur le site sont contrôlées au même titre que vous, que les visiteurs, que les exposants, que nous organisateurs. Il n'y aura pas de traitement différent. Et si vous parlez des contrôles administratifs, c'est surtout la question de l'effectif qui est posée. Effectif et puis mise en place de notamment tout ce qui est flux de circulation. Eh ben, je vous remercie pour vos témoignages.